Bon, bah il se trouve que la première vidéo sur les scènes coupées vous a beaucoup plu, donc comme vous l'avez réclamé, c'est l'heure d'en remettre une couche. La dernière fois, on a surtout parlé de scènes coupées qui venaient globalement des saisons entre 13 et 18 avec une scène de saison 11 et une de saison 22, tout simplement parce que, bah déjà c'était les saisons qui ont le plus de scènes coupées intéressantes, et c'était aussi un moyen de faire en sorte que la vidéo soit un peu plus variée en termes de scènes, puisqu'elles provenaient toutes de moments très différents. Mais figurez-vous, pour aujourd'hui, j'ai envie de changer un peu les règles, parce que même s'il reste toujours des scènes coupées de ces saisons-là dont je pourrais tout à fait parler, j'ai plutôt envie de m'attarder sur des scènes qui touchent à une période précise de la série et qui à mon sens gagneraient à être abordées ensemble. Je vais ici parler des saisons 19 et 20, deux saisons qui sortent du lot dans leur approche très particulière de la sérialisation, et rien qu'avec la saison 20 on comptabilise presque autant de scènes coupées que dans la première vidéo, donc vous inquiétez pas, on a de quoi faire. Alors préparez-vous pour une nouvelle plongée dans des moments inédits de la série, n'hésitez pas non plus à aller voir ou revoir la première partie si vous voulez un peu plus de contexte, et sur ce, hey salut à tous, ici Maniaco, et aujourd'hui on reparle des meilleures scènes coupées de South Park. Alors déjà pour la saison 19, on commence avec Magnifique et Courageuse, tout simplement le premier épisode de la saison, et pour lequel on a droit aux versions longues de deux scènes qui ont dû être raccourcies pour leur diffusion télé. La première, on la retrouve dans l'épisode diffusé sous la forme d'une courte séquence de nuit, où Randy est à sa fenêtre, énervé de voir le boucan que font les membres de la fraternité PC juste devant chez lui, puis il se décide de sortir pour aller les voir. Mais à la base, c'est Stan qui venait lui parler pour le pousser à y aller. Comme les PC commençaient à prendre un peu trop de place, il encourageait son père à aller régler ça en lui ressortant la rhétorique de Tom Brady qui est un des running gags de l'épisode. Il lui dit aussi que pour lui, son père est un plus grand héros que Caitlyn Jenner, et face à un tel discours, Randy n'avait pas d'autre choix que de s'en occuper. This is just the way things are now, Stan. What am I supposed to do? You're supposed to double down when people accuse you of breaking rules. You're supposed to tell everyone that we're all losing, while you're the only person who's actually winning. I'm not Tom Brady, Stan. No, you're my dad. And my dad is a bigger hero than Caitlyn Jenner. Bon, cette scène je l'aime bien, c'est sympa de voir ce qui a motivé Randy à agir, même si l'épisode fonctionne toujours très bien sans ça, puis ça en remettait une couche sur Tom Brady, ce qui n'était pas forcément nécessaire non plus, mais quand même toujours marrant, donc elle est chouette mais pas indispensable, ce qui est aussi pour moi le cas de la seconde scène coupée de cet épisode, mais celle-ci par contre, elle est un poil plus utile pour comprendre la fin de l'épisode. Ici on reste encore une fois avec Randy, mais cette fois il est passé dans le camp des PC, à l'étape finale de son parcours pour devenir l'un des leurs, et plus précisément, il lui reste juste à forcer Kyle à s'excuser pour être accepté. Alright, Marsh, you've made it to the final cut. Yeah, but you still haven't shamed the Caitlyn Jenner bigot into apologizing, bruh. Oh, don't you bros worry. I got something really big planned for him. Hey, PC Principal, come out here! Check it out, bro! Hey, you fucking douchebags! La scène coupée se termine avec Cartman qui les rejoint devant chez eux, et ça vient donc raccrocher les wagons avec l'épisode qu'on connaît, puisque c'est à ce moment-là qu'aurait pris place la scène où Cartman prend d'assaut la fraternité, avec ses stéréotypes offensants. Mais alors si j'aime bien ce petit passage supprimé et que je le trouve utile, c'est parce que ça vient d'autant plus crédibiliser la façon avec laquelle Randy se fait adopter par les PC à la fin de l'épisode. Si vous vous en rappelez bien, le principal PC dit que s'il décore Randy dans la dernière scène, c'est parce qu'il croit que le plan de Cartman était en fait l'idée de Randy pour forcer Kyle à s'excuser, mais en soi dans l'épisode, rien n'est là pour nous faire comprendre pourquoi tout le monde pense que le plan vient de Randy. On lui file littéralement une médaille pour un truc qu'il a même pas fait et avec lequel il a aucun lien sans qu'on nous explique pourquoi il aurait pu avoir un rôle à jouer là-dedans, et même si bon, la finalité c'est qu'on comprend quand même qu'il y a eu un quiproquo, avec ces quelques secondes en plus, c'est beaucoup plus logique puisqu'on a Randy qui nous tease un plan de fou et pile à ce moment-là Cartman fait des siennes, et ça a donc un peu plus de sens d'imaginer que le principal prenne ce qui est en train d'arriver pour le plan de Randy. Après à la limite, le seul truc que je me dis en voyant cette scène, c'est qu'on a aucune idée de ce qu'était vraiment le plan de Randy pour forcer Kyle à s'excuser. J'imagine que ça avait dû être pensé à l'écriture et que ça devait de toute façon être un plan éclaté au sol, mais bon, après en soi, tout ça, ça reste du détail. Épisode suivant, Où est passé mon pays, et cette fois encore, on a droit à deux scènes coupées. La première, c'est encore une fois la version longue d'une scène qu'on connaît déjà. Juste après la chanson de Garrison qui donne son titre à l'épisode, on a le début d'une présentation des enfants canadiens dans le gymnase qui nous explique l'histoire de leur pays, mais notre prof raciste préféré les coupe au bout de quelques secondes pour s'insurger, avant de se faire littéralement virer par le principal. Et bah à la base, on aurait dû avoir la présentation complète des Canadiens, et putain, ils y sont pas allés de main morte. And now we will sing a traditional Canadian folk song, which dates back hundreds of years.
It's too cold here. It's too cold here. Let's go to another country and take their stuff. It's too cold here. Way too cold here. Let's go to another country and take their stuff. We'll take their houses, take their things, rape their women and eat their eyes. It's way too cold here. Let's go to another country and take their stuff. On aurait donc eu droit à cette chanson abusément offensante pour des enfants, et le principal semblait très content de les laisser s'exprimer. Personnellement, j'aime bien cette petite extension, ça en rajoute une couche sur les différences culturelles absurdes que l'épisode nous présente déjà, mais je comprends qu'en termes de rythme, la version diffusée s'en sort quand même mieux. Faut dire que littéralement quelques secondes avant ce passage, Garrison assume son rôle de leader anti-immigration, donc ça semble bien plus naturel de le voir intervenir tout de suite, sans attendre la fin de leur numéro. C'est juste dommage qu'on n'entende pas la musique que les enfants jouent en fond pendant la présentation, je suis sûr que ça aurait encore pu donner un super numéro musical, mais en tout cas, je suis content d'enfin un peu mieux connaître l'histoire de ce beau pays. Pour la deuxième scène de cet épisode, on reste avec le Canada, puisqu'on va s'attarder sur un petit groupe d'enfants canadiens, dans une cour de récré plus divisée que jamais, suite aux horreurs que Garrison a déclarées un peu plus tôt. Ce petit groupe, dans lequel on retrouve d'ailleurs Charlotte, la future copine de Butters, va donc voir Ike, et il lui demande pourquoi lui, qui est visiblement canadien, reste-t-il du côté des États-Unis, ce à quoi Ike ne répond pas. Hey, friend, they say you don't face east and play trumpet at 8 and 11. Why not, guy? Don't you have loyalty to your Canadian culture, buddy? Huh, what's the matter, friend? Don't you even speak Canadian? Yeah, you're gonna be friends with us or friends with them? Yeah, you know what we say in Canada? If you're no friend and you're no guy, then you're nobody. Guy? Yeah, come on, guys, let's get out of here. Right, that's Come on, let's go right. play Canada ball. Come on. Au final, on n'est pas certain de savoir pourquoi il reste silencieux. Soit il a du mal à comprendre la langue canadienne, soit il ne sait tout simplement pas comment se positionner par rapport à ça, ou peut-être que c'est juste parce que Ike est de toute façon pas très bavard, mais en tout cas, je trouve ça super intéressant de s'attarder sur son point de vue dans ce contexte de grande division. C'est dommage que ce soit totalement absent de l'épisode final, parce que je suis sûr qu'il y aurait vraiment eu moyen d'en faire une sous-intrigue très cool, mais l'épisode est déjà tellement riche en contenu, en vannes et en scènes marquantes, qu'honnêtement, je le trouve déjà parfait comme ça. On saute à l'épisode 4 pour une scène assez courte, mais pas non plus vide de sens. Pour le contexte, on est en plein milieu du reportage télé où on voit que les Yelpers se rebellent contre les restaurateurs qui leur résistent, le moment où on assiste à la scène choquante de Whistling Willie qui se fait décapiter, et donc à ce moment-là de l'épisode, c'est la guerre ouverte entre les restos et les Yelpers. Mais normalement, vers la fin du reportage, on aurait dû avoir une courte séquence où on voyait certains restaurateurs, notamment le Red Lobster, le City Walk et la famille de David, clamer qu'ils sont parfaitement d'accord avec ce que font les Yelpers, visiblement terrifiés par les représailles qu'ils risquent en cas d'avis contraire. Other local restaurants are surprisingly siding with Yelp. Oh no, I have no problem with what the Yelpers did. None at all. I think they're great. I think Yelp is so wonderful. Please, all Yelpers, please, will you welcome here, please? Alors bon, cette petite séquence paye pas de mine à première vue, mais elle montre quand même une vision un peu plus nuancée de la situation. Dans l'épisode, tous les restos fonctionnent de façon coordonnée, soit ils lèchent tous le cul des Yelpers, soit ils y sont tous fermement opposés, mais pour moi cette scène montre qu'il y avait une volonté de complexifier davantage cette intrigue, ce qui a pas pu être possible vu qu'encore une fois, être bloqué à une durée de 22 minutes les force à faire des choix, surtout pour des épisodes comme celui-ci où il se passe beaucoup de choses. Ça donne donc un épisode un peu flou quand on essaie de se pencher plus en détail sur les enjeux, puisque par exemple on nous dit d'un côté que tous les restaurants résistent, et en même temps on voit David qui se couche face à Cartman pour au final venir le défier une minute après, donc le changement se fait quand même assez brusquement. En résumé, j'aurais bien aimé voir l'évolution de cette intrigue si les scénaristes avaient eu la possibilité de ne pas la rusher à cause de restrictions de durée, en tout cas les quelques secondes coupées me font penser qu'il y avait un vrai potentiel, mais bon, là j'ai l'impression que je suis en train de suranalyser 20 pauvres secondes, donc autant passer à la suite. Dans Safe Space, ou dans ma bulle en VF, il y a tout un running gag sur Randy qui se fait humilier par un caissier qui arrête pas de lui demander s'il veut donner $1 pour les enfants qui ont faim. À un moment, le père de Stan finit par donner $1, mais il s'avère qu'on le ridiculise encore plus, et il sort donc en pleurs du Wall Food. À ce moment-là, dans l'épisode, on passe à autre chose, mais normalement, il y aurait dû y avoir une micro-scène pour faire la transition vers la suite de l'intrigue de Randy, et cette scène, c'était tout simplement le principal PC avec une drôle de perspective qui venait lui tendre la main. What's going on, Marsh? Have you been shamed? They made fun of me and made me feel bad. This won't ever happen again. Take my hand.
Bon ok, j'avoue que celle-là, si j'en parle, c'est surtout parce que je trouve cette perspective un peu dégueu et que ça me fait particulièrement rire. C'est un peu comme ce qu'ils ont fait dans l'épisode 7 quand Randy vient chercher Barbara Dee, sauf que là, c'est complètement foiré. Après, je suis méchant parce que la scène est peut-être juste pas finalisée, et puis en dehors de ça, voir cette scène m'a fait prendre conscience qu'à partir de ce moment dans l'épisode, Randy partage ses scènes avec le principal PC et les victimes de body shaming, mais sans que jamais on nous explique pourquoi, en dehors bien sûr du lien implicite qu'on devine entre les deux intrigues. Ici on voit clairement que c'est le principal qui vient proposer son aide à Randy lorsqu'il voit que celui-ci se fait humilier, et comme on sort d'une scène où PC demande à Butters de s'occuper des réseaux de Steven Seagal en plus de ceux de Cartman, la scène peut se permettre de ne pas trop en faire puisqu'on comprend tout de suite ce que le principal essaye de faire, et que Randy rejoint à ce moment-là leur club du safe space. D'ailleurs on entend ensuite Randy chanter avec les autres, et on voit bien qu'on lui a présenté Vin Diesel et Steven Seagal pour qu'il lui fasse office de garde du corps, donc même si c'est pas montré, on voit bien qu'il est du côté du principal, c'est juste que je trouve que rajouter ces quelques secondes pour confirmer comment ça s'est fait n'aurait pas été trop. Passons maintenant à l'épisode 7, les méchants ninjas, et pour celui-là, ils ont pas chômé puisqu'on a pas moins de 3 scènes coupées. Déjà, après que les enfants soient passés à la télé habillés en ninja, on aurait dû avoir cette discussion. That's sweet, dude. We look pretty badass. Told you ninjas were cool. No, you said ninjas were gay and then you changed your mind. Wait, he said ninjas were gay? Kyle said they were outdated! He said it! You want me to prove it? I have it recorded on my iPhone! How do you have that recorded? I've recorded everything Kyle has said to me over the past year and a half from moments just like this! You what? C'est finalement assez similaire niveau blague avec leur interview par le journaliste, avec Stan qui reproche à Cartman ce qu'il a dit sur les ninjas, Tolkien qui l'apprend à ce moment-là, et Eric qui se défend comme il peut, mais la différence c'est que dans la scène coupée, Eric dit carrément qu'il enregistre tout ce que dit Kyle depuis 1 an et demi. Bon en vrai c'est finalement pas si étonnant de la part de Cartman, par contre je sais pas exactement comment ça aurait évolué à partir de ce point, puisque l'enregistrement de Kyle peut pas exister, vu qu'Eric est littéralement le seul à avoir dit que les ninjas c'était gay, donc j'imagine que sur l'enregistrement ça aurait plutôt été Cartman qui imite Kyle, ce qui resterait un peu dans le même ton que tous les moments où il pense pouvoir se faire passer pour quelqu'un d'autre quand il est habillé en ninja. Puis bon après de toute façon la vanne sur le fait que les ninjas soient gays a bien été poncée jusqu'au bout dans l'épisode, donc je pense qu'il n'y avait pas forcément besoin d'encore en rajouter. Par contre les 2 scènes suivantes concernent une intrigue qui a visiblement été supprimée du script, du coup on va se pencher un peu là-dessus. Déjà, toujours au moment où tous les habitants sont effrayés par ce qui se passe, on a le principal qui vient parler à la classe pour leur dire qu'ils n'ont rien à craindre des enfants qui font leur loi en ville, parce qu'en gros il est plus musclé qu'eux, et il les invite à venir au carnaval PC qui aura lieu à la fin de la semaine, ce que les enfants prennent comme un défi. Alright, everyone, I know that people are a little freaked out over what they saw on the news, but I want to assure you that these guys are nothing to be afraid of, right? These are just some little twerps trying to feel important, and I'm pretty sure I can bench more than all of them put together, so definitely don't let them stop you from coming out to the PC Carnival this Friday and Saturday. Game on, asshole. Game on. Au final, cette histoire de carnaval n'est plus dans l'épisode, donc on n'a pas énormément d'infos sur ce que ça aurait pu donner, mais on a quand même une deuxième scène coupée qui peut nous apporter quelques indices supplémentaires. Dans celle-ci, on voit que Topher, l'un des PC qu'on voit le plus depuis le début de la saison, fait la sécurité lors de ce fameux carnaval, et il nous fait donc le discours qu'il tiendrait dans le cas où des terroristes viendraient chambouler l'événement. Alright, Topher, I'm gonna have you running security out here, just in case any of these ISIS guys come and try to ruin our PC Carnival. You got it, bro. Alright, now if ISIS shows up, what are you gonna say? I'm gonna say, yo man, I totally understand that you've been forced in this way of life by a capitalistic world, but if you try and mess with our PC Carnival, I'm gonna have to throw down. Nice, dude, I like it. And these guys might be aggressive, so you might have to go pecs on them. Hey, I respect your need to defend your faith and traditions, but I'm afraid I cannot allow you to come in here and mess up our PC Carnival. Sweet. Oh du coup c'est bien sympa, mais qu'est-ce que ça aurait pu être ce carnaval PC? Et bah déjà, faut savoir que c'était prévu pour être au cœur de l'épisode, puisque le pitch qui avait été donné à la presse avant la sortie, c'était les citoyens de South Park de plus en plus sensibles au politiquement correct décident qu'ils n'ont plus besoin de force de police. En tant que première ville américaine à se débarrasser de ses flics, ils prévoient de célébrer leur sensibilité avancée par un carnaval PC. Au final, la première phrase reste toujours juste, par contre on comprend que le carnaval PC a totalement été remplacé par l'histoire des SDF, et pour moi c'est plutôt cool. Bon bien sûr, je pourrais jamais vraiment savoir ce que ça aurait donné, mais si les PC étaient encore un peu plus mis en avant dans cet épisode, sachant qu'ils le sont déjà beaucoup au travers de toute cette saison, ça aurait sûrement voulu dire qu'on aurait eu un peu moins de Barbara Dee, et ça aurait été chiant. C'est vrai qu'au final dans l'épisode, Barbara Dee perd son job pour le retrouver, puis pour le reperdre, donc en soi ça a pas servi à grand chose, surtout que dans tous les cas, l'épisode devait se finir avec un Barbara Dee licencié pour qu'il puisse avoir son rôle à jouer dans l'intrigue sur les pubs, mais ces quelques scènes sur lui m'ont quand même l'air bien plus intéressantes qu'un carnaval PC. Enfin bon, ça reste encore un bon exemple d'épisode dont l'intrigue s'est vue réécrite plus ou moins à la dernière minute, et sur ce, il est temps de passer à la dernière scène coupée de cette saison.
On termine donc cette super saison 19 avec une petite scène coupée qui vient de l'épisode 9, sobrement intitulée « La vérité sur les publicités ». Dans cette scène, on voit les enfants arriver devant la maison de la fraternité PC dans le but de trouver le principal. Cartman les stoppe en disant qu'il est impossible de transgresser un safe space et qu'il n'y a donc aucun moyen d'entrer, mais comme personne ne l'écoute, bah tout le monde rentre. Là-bas, ils croisent les PC en plein dans leur grève de la faim, en train de dépérir, et on comprenait à ce moment-là que lorsqu'ils parlent de grève de la faim, ils veulent surtout dire une grève de la chatte. What the hell happened here? What? Who's that? Where's PC Principal? Oh, it's just some kids, bro. You guys bring any puss? Shut up, bro. We're not having any puss until everyone resigns. But I can't go without puss. Pour moi, cette scène montre une autre tournure qu'aurait pu prendre l'enquête qu'on voit dans l'épisode. Au final, dans ce qui a été diffusé, les enfants font des recherches sur leur PC, se font distraire de leur objectif par les pubs, puis finissent par s'embrouiller et se séparer, mais à la base, leurs recherches auraient dû les emmener chez les PC. Par contre, cette scène coupée se retrouve toujours dans un sens dans l'épisode diffusé, sauf que c'est le groupe de Randy, Garrison, Victoria et Caitlyn Jenner qui en sont les protagonistes. Au lieu de Cartman, c'est Randy qui met en garde les autres du danger que représente le franchissement d'un safe space, ce qui a aussi du sens puisqu'il faisait comme Cartman partie de ceux qui avaient besoin d'un refuge quand le concept a été introduit dans l'épisode 5, par contre la différence entre les deux scènes se fait lorsque les groupes entrent dans la fraternité. Dans la scène des adultes, le bâtiment est vide et en fouillant il tombe sur la pub de Leslie avec le principal, et par contre dans celle des enfants, les PC sont encore là, et l'intérêt principal d'avoir la maison encore habitée, c'est pour cette histoire de grève de la faim. Et oui, puisque pour rappel, au début de l'épisode, on nous dit que le principal et les autres PC restent chez eux pour faire une grève de la faim en signe de protestation contre ce qui leur arrive, et un peu plus tard on apprend à travers la télé que lorsqu'ils parlent de grève de la faim, il faut comprendre qu'ils arrêtent de pilonner de la chatte tant que leurs revendications ne seront pas entendues. Mais le truc c'est qu'à partir de cet épisode, les PC disparaissent complètement et on ne les verra plus jamais apparaître, et on comprend donc que cette histoire est en fait une ruse des publicités pour se débarrasser d'eux. C'est pour ça que quand la bande de Garrison arrive dans la maison où ils sont censés être, et bah il n'y a plus personne, parce que justement, c'est un complot. Ça veut donc dire que dans la première version de cet épisode, le coup de la grève de la chatte était bel et bien vrai, et au lieu qu'un journaliste nous vende la mèche, c'est donc à ce moment-là qu'on aurait vraiment compris ce que ça voulait dire, en les voyant dans cet état de détresse causé par leur abstinence, un peu comme si c'était une vraie grève de la faim. Enfin bref, ça nous montre encore un exemple d'épisode qui aurait pu diverger vers une approche différente, et sur ce, on en a fini avec la saison 19, ce qui veut dire qu'on va maintenant passer d'une de mes saisons préférées à une de celles que j'aime le moins, mais qui reste néanmoins une des plus intéressantes à analyser, c'est l'heure d'aborder la fameuse saison 20. Ouais, je vais reparler de la saison 20, donc profitez-en parce que ça arrivera pas souvent. Alors pour cette saison, on s'attaque à un morceau un peu compliqué, puisque comme vous le savez, la saison 20 c'est une seule grosse histoire étalée sur 10 épisodes, et qui en plus a vu ses intrigues chamboulées par la victoire de Donald Trump aux élections de 2016. Malheureusement, on sait toujours pas vraiment comment aurait évolué la saison si Hillary Clinton avait gagné comme l'imaginaient les scénaristes, mais on a quand même un total de 11 scènes coupées sur lesquelles on va pouvoir s'arrêter. Bon par contre, j'ai fait le choix d'aborder les épisodes en les appelant par leur numéro et pas par leur titre, parce que comme c'est une saison un peu à part, c'est dur de se rappeler qu'est-ce qui se passe dans un épisode juste avec le titre, donc ce sera dans l'ordre chronologique, et au moins vous pourrez vous rappeler à peu près où on se situe dans la saison. Allez, sur ce... La première scène coupée, elle concerne Wendy et les filles de l'école. Pour rappel, on est à un moment où un troll du nom de Piège à Morue 42 prend d'assaut le forum de l'école en postant des commentaires désobligeants sur un peu tout le monde, mais en particulier sur la gente féminine, ce qui va amener toutes les filles à rompre avec leurs copains à la fin de l'épisode en geste de révolte. La scène coupée se passe donc un peu avant qu'elles mettent leur plan en action, et on y retrouve les filles qui parlent de ce qu'elles sont sur le point de faire, toujours en nous laissant dans le doute sur ce qui va vraiment se passer. Wendy surgit alors en prévenant les filles que le troll ne serait finalement pas Cartman comme elle le pensait, l'info venant d'un tweet qu'elle aurait reçu d'Heidi, mais Annie répond alors que si ce n'est pas Cartman, c'est encore pire, puisque ça veut dire que le troll agit impunément pendant la journée sans se faire remarquer. Wendy, we all miss Heidi, but she's not coming back. She tweeted, you guys. Troll couldn't be Eric Cartman. Kissy face. That was it. Things aren't what we thought. No, they're even worse. If it's not Eric Cartman, then it's one of the other boys. It means the troll does this at night and then is totally normal by day. It's even more insulting. Alors c'est une scène pas très longue, mais on peut quand même en tirer quelques détails intéressants. Par exemple, ça nous montre que l'histoire aurait de base dû avancer plus vite, puisque si Heidi est au courant que Cartman n'est pas Piège à Morue, ça veut dire qu'ils se sont apparemment déjà parlé, alors que ça n'arrive pour la première fois que dans l'épisode suivant. Aucune des autres filles n'est au courant de ce que les garçons ont fait à Cartman pendant la nuit, donc Heidi sort déjà du lot à ce niveau-là, et on comprend aussi que Wendy est toujours un peu réticente à participer au plan, ce qui transparaîtra encore plus clairement dans la version finale de cette scène. D'ailleurs, le fait qu'Heidi leur envoie un tweet est aussi assez déroutant, parce que si elle
retourne sur Twitter, ça va totalement à l'encontre de la scène du début, et puis ça change aussi entièrement son arc personnel, puisque c'est son absence de Twitter qui l'a fait se rapprocher d'Eric, et qui a donc entraîné tout ce qui lui arrive dans cette saison. Donc bon, ça c'est un peu bizarre, et puis un autre point totalement inédit par rapport à l'épisode diffusé, c'est qu'ici on voit le moment où les filles apprennent que Cartman est innocent. C'est à mon sens un point intéressant, mais qui n'est finalement pas tant développé dans ce début de saison du côté des filles, alors que je trouve sympa le discours d'Annie sur le fait qu'à la limite ça aurait été mieux si Eric était le troll, puisque le fait que ce soit un garçon entre guillemets normal et pas un détraqué notoire comme Cartman donne plus de sens à leur idée que c'est les garçons dans leur globalité qui posent problème. En fait, ce que je trouve le plus dommage avec cette scène, c'est que les filles sont trop rapidement laissées de côté dans la saison, à l'exception d'Heidi, donc j'aurais pas été contre un peu plus de scènes sur leur point de vue, mais bon, au final l'essence de cette scène se retrouve quand même toujours dans l'avant-dernière scène de l'épisode, donc c'est pas si grave. La prochaine scène coupée se passe dans l'épisode suivant, et c'est encore grosso modo le prolongement d'une scène qui existe déjà dans l'épisode, celle où Randy découvre la ferme des Memo Myrtilles. Ici on entend le vieux fermier donner quelques détails en plus sur les raisins, disant qu'il faut bien faire attention à retirer les quelques mauvais, et il s'inquiète aussi de l'influence que pourraient avoir ces super fruits dans les élections à venir. Yeah, you gotta weed out the bad ones. Remember when women weren't allowed to play golf? Hard to, but you gotta watch them. Sometimes I worry member berries might throw the election. Holy shit. I think I understand now. Bon honnêtement c'est très court et y a pas non plus tant de choses à dire que ça sur cette scène, ici Randy comprend plus précisément le souci que représentent les Member Berries, là où dans la scène finale ils se rendent surtout compte de leur nombre et le reste est plutôt laissé implicite, mais ça reste une scène qui pose bien les problématiques de ces nouveaux persos, puis les Member Berries, perso je m'en lasse jamais. Retour maintenant sur les filles pour la deuxième et dernière scène qui les concerne, et celle-ci était censée se passer dans l'épisode 4. On est à un moment où la guerre entre garçons et filles bat son plein, et Kyle tente toujours de trouver une solution pour calmer le jeu. Il se rend donc à l'entraînement des filles pour essayer de s'expliquer, mais il est particulièrement maladroit. You're right. We didn't do enough when you were being harassed on the message boards. But just know that a lot of boys think girls are amazing and smart and beautiful. No, not like hot beautiful, I mean like inside beautiful. I'm not saying you're hot, you're not hot. Wait, I'm not saying you're ugly, you are hot. On the inside. I'm sure if I could see inside you, it would be hot. Oh, shit. Il demande ensuite aux filles ce que les garçons pourraient faire pour commencer à se faire pardonner, et celles-ci répondent qu'ils doivent venir voir leur match de volley, ce à quoi Kyle répond en leur demandant s'il y a vraiment pas d'autre solution, mais il est pas en position de négocier. Alors cette scène je l'aime bien parce que déjà elle donne un peu plus de contexte à ce qui se passe dans cet épisode. On a une scène au début où Kyle réunit les autres garçons dans la cour pour leur dire de venir voir le match de volley des filles, et donc grâce à la scène coupée on voit d'où vient cette proposition, puis ce discours je le trouve juste globalement marrant tout en continuant à développer les dilemmes intérieurs de Kyle. Après les plus attentifs vont sûrement se dire que cette scène leur dit quelque chose, et pour cause, puisqu'il se trouve qu'elle fait partie de ces scènes coupées qui seront recyclées dans un épisode postérieur. Ici le discours de Kyle peut être entendu tel quel dans la saison suivante dans Mensonge et Trahison lorsque Kyle vient voir les filles pour défendre le comportement d'Heidi, et ce sera aussi d'ailleurs dans cette scène que les filles lui feront comprendre qu'il est probablement tombé amoureux. Je trouve ça marrant de savoir que ça vienne d'une scène coupée, parce que quand on connaît le contexte original, on comprend beaucoup mieux pourquoi les filles ont l'air aussi remontées contre les mecs, ce qui avait du sens dans la saison 20 mais un peu moins dans la 21, et personnellement ça m'amuse aussi toujours de voir comment certaines idées ou certaines scènes peuvent finir par être utilisées ni vues ni connues quelques temps plus tard dans des épisodes totalement différents. On saute à l'épisode 6, la moitié de la saison est déjà passée, les intrigues sont clairement bien entamées et elles commencent à se croiser, et on aurait normalement dû avoir une scène que je trouve personnellement vraiment marrante. On y voyait donc Kyle, qui venait demander conseil à son père puisqu'à ce moment-là il est vraiment préoccupé par tout ce qui se passe à l'école et se sent particulièrement confus vis-à-vis de sa place dans tout ça, mais étonnamment au lieu de l'aider, son père l'insulte en lui disant qu'un gosse devrait plutôt faire tout ce qui lui passe par la tête pour se marrer, au lieu de se faire autant de soucis. Dad, we've been having this problem at school and... well, now I've seen that it's a way bigger problem than that. I'm so confused. Kyle? Would you lighten the fuck up, please? What? I'm sorry, but all this dark, emo shit has to stop. It just does, buddy. You're a kid, you're supposed to be having fun. Every day with you, it's, Dad, I'm feeling guilty about this. Dad, help me feel better about that. Can't a father and son just have a fucking bro talk once in a while? Alors je trouve cette scène importante pour plusieurs raisons. Déjà, Gérald commence clairement à se trahir en révélant de plus en plus qui il est au fond de lui. Il parle à son fils un peu comme si Piège à morue commençait à prendre le dessus sur sa personnalité de base, et c'est quelque chose qui continuera à s'affirmer dans les épisodes suivants. Je trouve aussi vraiment drôle le fait de voir Kyle encore plus confus lorsqu'il entend ce que dit son père. C'est un moment clé dans les rapports que ces deux-là entretiennent dans cette saison, et cette scène était tellement importante pour que leur dynamique se construise que si elle a en effet été coupée, on a par contre eu
eu une espèce de version alternative dans l'épisode suivant, quand Kyle parle à son père sur FaceTime à travers l'ordinateur de Ike. La différence entre les deux scènes, c'est surtout que dans la version finale, Gerald semble plutôt amusé, là où dans la scène supprimée, il a l'air beaucoup plus énervé, mais c'était dans tous les cas très important que ces interactions aient lieu à un moment ou à un autre, puisque cette discussion fait partie des éléments qui font comprendre à Kyle dans l'épisode 8 que son père est en fait le troll que tout le monde recherche. Je garde donc une petite préférence pour la scène en version coupée, mais bon, encore une fois, l'essence de cette scène reste quand même présente dans la suite de la saison. Alors maintenant qu'on arrive au moment clé de la saison où les élections sont remportées par Donald Trump dans la vraie vie et où tout le scénario a été chamboulé, j'aimerais quand même dire un petit mot sur le fait que, l'épisode des résultats n'a étonnamment aucune scène coupée dont on connaisse l'existence. Je rappelle que c'est pourtant un épisode qui a dû être réécrit en vitesse et qui a même changé de titre la veille de sa diffusion, puisque les scénaristes n'avaient pas prévu la victoire de Trump et étaient donc partis sur une intrigue totalement différente où Garrison lâchait son rôle de parodie présidentielle comme nous le montre la première moitié de la saison. Après faut dire que le projet était couillu, les résultats devait tomber le mardi 8 novembre et l'épisode devait être diffusé le mercredi 9 novembre, donc les scénaristes avaient décidé de tout miser sur la victoire de Clinton, mais pas de bol pour eux, ils ont dû mettre à la poubelle une bonne partie de ce qu'ils avaient préparé, et il a fallu improviser rapidement pour pas rater la diffusion du lendemain. C'est clairement le gros désavantage de leur méthode de production en 6 jours, et c'était pas malin de ne pas avoir pris cette semaine-là comme semaine de pause pour leur laisser le temps de s'adapter aux résultats, mais en tout cas, le fait est qu'on n'a aucune image de ce qu'aurait dû être cet épisode annulé, qui aurait assurément donné une toute autre tournure à cette saison 20. Pourtant, on va pas se mentir, c'est sûr qu'une bonne partie de l'épisode était déjà animée, et j'imagine que si South Park Studio a décidé de ne rien montrer, c'est parce que ces scènes s'éloignaient beaucoup trop de ce qui est devenu la saison, et auraient donc été difficiles à comprendre sans avoir le contexte global de ce qui aurait dû se passer. Après, c'est pas non plus impossible qu'on mette un jour la main sur cet épisode annulé, puisque, comme je le disais dans ma vidéo sur Casa Bonita, on sait de sources sûres qu'Arthur Bradford a filmé Parker et Stone pendant la production de la saison 20, et il est donc possible qu'on puisse un jour voir ces rushs le jour où les principaux intéressés voudront nous les partager, par exemple sous forme de documentaire. Donc bon, tout ça pour dire qu'on n'a pas accès aux scènes coupées de l'épisode 7, scène qui aurait pourtant pu nous permettre d'aborder cette saison 20 sous un angle totalement inédit, mais vous inquiétez pas, on a par contre plusieurs scènes coupées pour l'épisode 8, comme par exemple, Cher en pizza. Oui bon, allez plus vite sur celle-là parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, mais déjà, est-ce que vous vous souvenez que la chanteuse Cher était parodiée dans la saison 20 ? Bon, si vous vous en souvenez pas, et même si vous savez même pas qui est Cher en fait, c'est pas très grave, on la voit juste en fond dans le groupe de Cartman quand il visite SpaceX, et en gros c'est une référence au fait qu'elle avait dit à l'époque qu'elle quitterait la planète si Trump devenait président. À plusieurs moments dans ces scènes, on nous parle aussi des Pizza Pocket, des mini-pizzas développées par SpaceX qui deviendraient énormes quand on les chauffe, et si on fusionne ces deux idées-là, ça donne ça. 1, 2, 3, 4, 5. Did someone here eat the pizza pocket? Well, I haven't really eaten one in a while. Just like, Get her to the clinic! Bon, cette scène n'est pas folle, mais il fallait au moins que je la cite pour son côté absurde et le fait qu'elle amène un payoff à la fois aux apparitions de Cher et au running gag de la Pizza Pocket. Mais vous en faites pas, dans cet épisode-là, on a une autre scène chez SpaceX, mais qui est cette fois beaucoup plus intéressante, tout en restant toujours vachement perché. Pour le contexte, Cartman et Heidi sont arrivés chez SpaceX dans le but d'aller sur Mars, et Butters les rejoint à son tour, ce qui rend Eric particulièrement jaloux puisque lui et Heidi ont l'air de s'entendre vachement bien. On aurait donc eu droit à une séquence de rêve sur Mars comme la saison nous en montre déjà pas mal, sauf que cette fois-ci Cartman et Heidi sont tous les deux en train de s'amuser, jusqu'au moment où, il se passe ça. Hey there, Hattie! Butters, wow, so great to see you! Good to see you too! Is your mom's bed? Oh my gosh, Butters! That's quite a package you have there! Yeah, when they stay in space, everything expands! Hey, that's not true, man! Suite à cette vision, ma foi, perturbante, Butters allait trafiquer le scaphandre d'Eric pour qu'il s'envole, laissant donc Butters et Heidi tous les deux. Bon, en vrai, c'est à la fois marrant et bizarre de voir ça, mais en même temps, ça ressemble carrément à ce que Cartman imaginerait. Déjà que je rappelle que c'est comme ça qu'il se représente la planète Mars, donc franchement, je trouve que c'est une scène qui aurait carrément pu avoir sa place dans cette saison. C'est surtout drôle quand on se rappelle qu'Eric est persuadé que ses rêves sont des visions du futur, et d'ailleurs, ça amène à une autre scène coupée assez courte, qui est la seule sur laquelle je vais pas m'attarder, parce que je trouve qu'elle a très peu d'intérêt, à part voir Eric qui commence à se méfier de plus en plus d'Heidi, mais bon, je vous la rajoute quand même à la compilation en description si vous voulez la voir. Et enfin, pour la troisième et dernière scène coupée de l'épisode 8, c'est le moment de revenir un peu sur Gerald. La scène se passe au moment où les trolls se sont fait rickroll par les Danois et comprennent qu'ils ont été piégés et sont maintenant prisonniers. Gerald panique et demande alors à demi-molle de prévenir les Danois que lui est normal, qu'il a une famille et qu'il n'est pas dégueu comme tous les autres trolls, ce à quoi son collègue lui répond qu'eux au moins font ce qu'ils font pour combler leurs insécurités, là où lui troll alors qu'il a pourtant tout pour lui. On voit alors un Gerald plus pathétique que jamais, qui se met à chouiner comme un gosse. At least the rest of us are trolling to fill a hole in our lives. You have everything.
You don't deserve that wife and that family. However ugly we are on the outside, you're 100 times uglier on the inside. Don't you dare. Franchement, cette scène, je l'aime beaucoup, et je trouve ça dommage qu'elle ait été coupée de l'épisode. Elle fonctionne déjà très bien vis-à-vis des thématiques abordées dans cette saison, et la réaction de Gérald est très en accord avec son personnage, puis c'était surtout un moment parfait pour faire remarquer au grand Piège amoureux 42 à quel point il est un personnage abominable. C'est une scène qui lui servait de première électrochoc, puisque Demi-Molle Chabit, qu'il considérait pourtant comme un moins que rien, lui dit enfin ses 4 vérités en se confrontant directement à lui, et encore une fois, cette scène sera plus ou moins adaptée dans l'épisode suivant lorsque Gérald se met à pleurer lorsqu'il est attaché à son siège complètement nu, mais même si dans cette version il paraît encore plus pitoyable, bah je préfère largement la version coupée. Et ouais, parce que dans la version diffusée, certes on le voit chialer, mais les autres trolls le rassurent en lui disant qu'ils le pardonnent, alors que ce que j'aimais dans la version de base, c'est que Gérald se voyait vraiment puni pour son comportement de merde, en étant même rejeté des trolls, ce qui lui faisait bien comprendre qu'il n'était pas supérieur aux autres comme il pouvait le penser. Du coup, je suis pas vraiment fan du choix d'avoir changé cette scène, mais par contre là on va arriver sur le climax de la saison, et ce coup-ci on va vraiment avoir droit à ce que je considère comme de vrais changements majeurs. Dans l'épisode 9, les habitants de South Park aimeraient bien que le président nouvellement élu bombarde le Danemark pour éviter que Tractroll soit mis en ligne. Pour ça, ils vont donc demander à Monsieur Esclave de lui passer un coup de fil, et celui-ci arrivera facilement à manipuler son ex-copain pour arriver à ses fins. Sauf qu'au final, Kyle, qui se rend compte que son père est au Danemark, arrive à son tour à convaincre le président d'annuler l'attaque qui était prévue, mais figurez-vous que pour les 2 prochaines scènes coupées, tout ne se passe pas si simplement. On commence donc avec une première scène coupée, où on voit le président manger de la glace et être totalement perdu par rapport aux décisions qu'il doit prendre. C'est une scène qui ressemble beaucoup à ses versions diffusées, sauf que dans la version finale, on nous montre un président bien plus irréfléchi qui n'agit que par colère envers son ex et sans le moindre recul, là où dans la scène coupée, on voit bien que Garrison n'est clairement pas sûr de lui. Russia says if we don't back them in a military strike, it will be seen as an act of war on them. Ugh, I just wanted to get rid of all the fucking immigrants. Sir, do we bomb Denmark or not? Sure? Listen up. The president has ordered a military strike on Denmark. Prepare for missile launch. Mais bon, si finalement on se souvient que le Garrison impulsif finissait par annuler l'attaque, celui de la scène coupée restait sur sa première idée d'attaquer le Danemark, pour qu'au final il finisse quand même par annuler le bombardement un peu plus tard, comme on l'apprend dans une autre scène coupée. Du coup, on voit 2 militaires en train de piloter l'un des avions qui était sur le point de lancer l'attaque, et quand un message leur arrive disant que le bombardement est annulé, le pilote décide de faire mine de ne rien avoir entendu, puisqu'il ne veut pas que sa femme soit au courant de son historique internet. So, we're not bombing Denmark? Tomahawk, do you copy? Take all bombers back to base. Tomahawk, come in. Your orders are... What are you doing? Look, man, I can't let my wife see everything I've done online. Can you? S'ensuit donc alors une scène de bombardement du Danemark, mais uniquement avec des avions russes par contre. Je sais pas si c'est une erreur ou si ça fait référence au fait que dans la scène coupée précédente, on apprenait que les Russes étaient aussi sur le point de les bombarder. Mais en tout cas, même si le visuel est loin d'être finalisé, on comprend quand même que ça aurait été bien violent. Alors pour le coup, je trouve ce changement de scénario particulièrement intéressant, parce que si les choses s'étaient passées comme ça aurait modifié profondément tout l'épisode final, et donc tout le dénouement de cette saison. Bon déjà, le plus évident, si ça s'était passé comme ça, Gérald et tous les trolls seraient tout simplement morts, puisqu'ils se trouvent toujours à ce moment-là au siège de Tractroll. Sauf que comme j'imagine que les scénaristes n'avaient pas en tête de faire mourir le père de Kyle, ça aurait voulu dire que toute son intrigue aurait dû être modifiée, et donc il aurait fallu trouver un moyen de lui faire quitter le pays avant le bombardement. Donc en résumé, la finalité de l'intrigue des trolls aurait été chamboulé, on sait pas ce qui serait advenu de Lennart Bedrager, le chef des Danois, et puis plus directement tout l'épisode 10 tourne autour du fait que d'un côté Kyle fasse un trolling de masse et de l'autre côté Cartman et Butters cherchent une solution pour détourner l'énergie de SpaceX, sauf que pour le coup, si l'intrigue de Tractroll se termine avec un bombardement américain, bah ces deux intrigues n'auraient plus eu de sens, et d'ailleurs ça aurait aussi voulu dire que tout le passage chez SpaceX n'aurait servi à rien. Donc bon, c'est intéressant de s'imaginer une fin où le Danemark se fait bombarder, un peu comme ce sera le cas pour le Canada une saison plus tard, mais ça aurait tellement modifié toutes les putains d'intrigues des deux derniers épisodes que la saison aurait été modifiée en conséquence, et c'est impossible de savoir à quoi aurait pu ressembler cette fin totalement différente.
Enfin bon, maintenant on peut retourner sur la timeline qu'on connaît, c'est où Garrison annule le bombardement et où ses troupes l'écoutent, et on se dirige plutôt sur Kyle qui organise son attaque en ligne. On y voit les enfants sur leur PC en train de se coordonner comme si c'était des pilotes de l'Alliance Rebelle, Craig s'inquiète de ce qui pourrait arriver si ce qu'il était sur le point d'écrire devenait public, puis soudain son père entre dans sa chambre visiblement en détresse pour simplement lui dire qu'il l'aime, et on comprend bien à sa façon de parler que lorsque son historique internet sera disponible pour tout le monde, sa vie sera foutue. We're trying to create a fireball of hate, Craig. Then we're gonna direct that fireball right at Troll Trace. But if I say terrible shit online, Troll Trace is gonna track it to me. That's why we're gonna bring the whole thing down before that can happen. Craig? Yeah? You know, pretty soon our internet histories are gonna be made public. I just want to say, I love you, son. Alright, who else we got now? Kevin, are you there? Kenny? Cette scène paie pas de mine, mais elle continue de crédibiliser le chaos qui nous est promis pour quand Track Troll sera en ligne, et ça sert d'ailleurs aussi de petit foreshadowing pour ce qui arrivera plus tard dans l'épisode, lorsqu'on verra Laura Tucker en pleurs, totalement désemparée face à ce qu'elle a découvert sur son mari en consultant Track Troll. Donc une scène assez simple mais qui reste un petit bonus intéressant, même si ça nous rappelle qu'au final cette intrigue n'a eu aucune incidence sur le couple Tucker, puisque dès la saison suivante on les voit de nouveau ensemble comme si rien ne s'était passé. Et on va terminer cette vidéo avec la dernière scène coupée de la saison 20, scène qui est peut-être la plus dure à comprendre et la plus énigmatique. Cette scène reprend donc une autre du premier épisode de la saison, celle où des membres du gouvernement américain venaient devant chez J.J. Abrams pour lui demander d'utiliser ses mémos myrtilles afin de reboot l'hymne national. Et bah cette fois c'est pareil, sauf que c'est les habitants de South Park qui viennent carrément demander à J.J. de reboot South Park. Genre vraiment, et le pire, c'est qu'il accepte. Please, Mr. Abrams. We know you've been asked to reboot a lot. We know you're tired. We know you're tired, but we just want South Park to go back to the way it was. What do you say, buddy? One light means yes, two lights means no. I know that! Everybody knows that! Go! Bon honnêtement, je sais pas trop ce qu'il faut comprendre de cette scène. J'imagine qu'on peut considérer ça comme un genre de fin alternative. Je veux dire, reboot South Park, jamais ça aurait pu avoir un impact sur les intrigues de la saison. Je vois plutôt ça comme une façon marrante de la conclure. La saison 20 a pas marché comme les créateurs s'y attendaient, et donc la décision a très vite été prise d'abandonner ce nouveau format de narration linéaire sur 10 épisodes, mais par contre la seule chose qui peut nous le faire comprendre à ce moment-là, c'est le titre du dernier épisode, The End of Serialization as We Know It. C'est un titre qui fait référence à The End of the World as We Know It de Rem, mais qui est aussi là pour nous indiquer que, bon, ok, on a peut-être été un peu trop ambitieux, mais vous inquiétez pas, on va pas continuer avec ce type de narration. En mettant cette scène avec J.J. Abrams à la fin de l'épisode, et donc en teasant un genre de reboot, ça aurait permis d'ajouter ce sous-texte dans la saison, et pas juste dans le titre du final. Après, la scène a aussi en quelque sorte du sens par rapport à ce qui s'est passé dans la saison, puisque ça reste une façon pour eux de s'excuser d'avoir dit que JJ était la cause du résultat des élections, même si j'ai quand même l'impression qu'il semblait avoir une plus grande importance dans tout ça avant que le scénario soit chamboulé, donc qui sait quel rôle il aurait finalement pu avoir. Puis cette histoire de reboot ça aurait aussi pu être utile vis-à-vis de ce qui s'est passé avec Track Troll, une façon de dire en quelque sorte, bon ok, c'est le bordel parce que les historiques de tout le monde ont été révélés, mais comme ça mène à trop de conséquences, on va plutôt partir sur un reboot comme si rien ne s'était passé. Une façon donc de remettre la série à zéro après cette saison qui s'est avérée beaucoup plus chaotique que prévu, et qui restera à tout jamais un des plus gros what if de l'histoire de la série. Et ben voilà, on a parlé de toutes les scènes coupées des saisons 19 et 20. Quand j'ai vu que vous aviez envie que je continue de parler des scènes coupées de la série, je me suis dit que ça allait me permettre de me replonger dans plein d'épisodes différents, mais il fallait aussi forcément qu'à un moment je parle de ces deux saisons spécifiquement, et quitte à le faire, il valait mieux aborder toutes ces scènes en même temps, du coup, et ben maintenant c'est fait. J'espère que ça vous aura plu et que c'était pas un peu trop spécifique, parce que c'est toujours la crainte que j'ai avec ces vidéos, vu que je fais allusion à des scènes très précises, d'épisodes que vous avez probablement plus vus depuis longtemps, donc je fais tout mon possible pour essayer de rendre ça clair, et j'espère que c'est réussi. Je pense sûrement faire un épisode 3 dans quelques mois qui ressemblera un peu plus au premier qu'à celui-ci, parce que maintenant que j'ai parlé des épisodes qui se suivent entre eux, on pourra revenir sur des scènes coupées un peu plus aléatoires, et pour le coup, il y en a encore plusieurs dont j'ai envie de parler, donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Par contre, avant de terminer, j'aimerais faire un point rapide sur quelque chose dont vous avez été plusieurs à me parler en commentaire et qui m'a plutôt intrigué, c'est le fait que certains étaient persuadés d'avoir déjà vu ces scènes dans les épisodes en question. On m'a par exemple dit que ça avait peut-être été le cas à l'époque où la série était sur Prime Video, avec notamment des passages qui passent en VO sans raison, mais comme c'est maintenant plus le cas,
cas, c'est dur de vérifier. Par contre aujourd'hui légalement on peut trouver la série sur Paramount+, et après vérification, y a aucune scène coupée là-bas non plus. Ma théorie sur ces passages qui passent de VF à VO, c'est tout simplement que c'est pas des scènes coupées, mais juste les scènes qui ont été censurées pour la diffusion française. Typiquement dans le 8ème épisode de la saison 19, au moment du débat entre Garrison et Clinton, même si vous regardez l'épisode en VF, vous verrez que pendant quelques secondes on passe d'un coup en VO, parce que c'est un passage qui avait été censuré à la télé. C'est assez rare mais c'est quand même arrivé à quelques occasions, et c'est pour ça que ça arrive de tomber sur des scènes en VO de temps en temps, même en regardant les épisodes en streaming légal. Puis c'est d'ailleurs plutôt logique à mon sens que les scènes coupées soient pas rajoutées a posteriori, puisque les épisodes sont ce qu'ils sont, et s'il était possible de les modifier après coup pour ajouter ou enlever du contenu, ça pourrait amener à certaines dérives, ce qui fait qu'une scène coupée restera toujours une scène coupée. Mais bon du coup, n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des pistes, ou si vous avez l'impression d'avoir déjà vu ces scènes quelque part, en dehors bien sûr des DVD ou des compilations sur YouTube, ça compte pas, parce que même en me renseignant, j'ai rien trouvé à ce niveau-là, mais qui sait, peut-être que j'ai raté quelque chose, ou peut-être que c'est vraiment juste une hallucination collective. Sinon pour ceux que ça intéresse, je vous ai mis comme dans la première vidéo un lien dans la description pour accéder à une vidéo non répertoriée qui compile toutes les scènes coupées dont j'ai parlé aujourd'hui, sous-titrées par mes soins, donc allez voir ça pour profiter de ces scènes dans leur intégralité. Et sur ce, c'est maintenant que se termine cette vidéo, donc merci à vous d'être restés jusque là, et merci particulièrement aux membres qui soutiennent la chaîne, notamment Zarkan et Jonathan, vous êtes trop cool. C'est vrai que j'en ai jamais parlé, mais pour devenir membre, vous avez ça à côté de s'abonner ou dans la description. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, que ce soit comme ça ou même avec un like ou un partage, vous êtes tous trop cool. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Maniaco, bye tout le monde, salut!